Nous parlons aujourd'hui de l'arrestation du général Mouton du Vernet à Montbrison en 1816. Un événement qui a eu un retentissement national, parce que c'était l'arrestation d'un général qui s'était rallié à Napoléon Ier de retour de l'île d'Elbe et qui a été ensuite jugé et fusillé à Lyon au moment de la terreur blanche, de ce qu'on appelle la contre-terreur en somme, et ça manifestait l'intransigeance des Bourbons vis-à-vis de ceux qui incarnaient l'ancien régime de Napoléon Ier et l'ancien régime de la Révolution française. Qui est le général Mouton du Vernet? Il est né à Aupuy, en 1770, il est le fils d'un négociant en dentelle qui est devenu ensuite intendant de l'hôpital général. Et comme tous les jeunes de son âge, il est un peu bouillant. À 17 ans, il s'engage dans l'armée, il part au régiment de la Guadeloupe, il revient, c'est la Révolution, il s'engage à nouveau dans les armées de l'an 2. Et il fait toutes les guerres de la Révolution et de l'Empire. Il est de cette génération où on a monté très rapidement en grade parce qu'il y avait des vides à combler. Parce que les guerres faisaient des vides dans les rangs des officiers. Et donc Mouton du Vernet va devenir colonel, baron d'Empire. Il a fait la campagne d'Italie. Il est à Arcole, avec le fameux épisode du pont d'Arcole où le général Bonaparte se montre particulièrement héroïque. Il fait ensuite la campagne d'Espagne, il fait la campagne d'Allemagne, et finalement, en 1813, il est fait prisonnier à Brest, et c'est là que l'atteigne la nouvelle selon laquelle Napoléon Ier a abdiqué. Il fait la guerre depuis un grand nombre d'années. Ce n'est pas un des généraux les plus prestigieux de Napoléon, parce que les généraux les plus prestigieux, ils sont devenus maréchaux de France, c'est Ney, c'est Davout, c'est Berthier, c'est Murat, il y en a même un, Bernadotte, qui est devenu roi de Suède à la suite de différentes circonstances. Il est dans les bons généraux de Napoléon Ier. Alors, en 1814, il est comme beaucoup de ces généraux qui sont peut-être quand même un peu fatigués de toutes ces années de campagne et qui aspirent à profiter des prébendes finalement qu'ils ont reçues de la part de Napoléon Ier, qui sait très bien récompenser ceux qui l'ont servi. Il se rallie à Louis XVIII. L'Empire est tombé, Napoléon Ier est vaincu, Napoléon Ier est envoyé à l'île d'Elbe, donc les guerres sont finies. Alors Louis XVIII a d'abord l'intelligence de profiter de ces ralliements et d'intégrer ces hommes qui se sont ralliés dans le nouveau régime. Donc Mouton du Vernet est confirmé dans ses commandements et dans son poste. Et il est envoyé d'ailleurs comme général, commandant les troupes, dans la Drôme. Bon. Mais cette première restauration des Bourbons, elle se passe très mal. Pourquoi? Parce que c'est le retour des émigrés, de ces royalistes qui n'ont rien appris et rien oublié. C'est le retour du clergé, avec des manifestations expiatoires par rapport à la Révolution française. C'est la question des biens nationaux, c'est-à-dire des biens des émigrés, des biens de l'Église, et les propriétaires qui les ont achetés sont inquiets pour ces propriétés. C'est le retour des ultra-royalistes. Et cela favorise, 10 mois après, le retour de Napoléon Ier, qui ne veut pas périr humilié et ratatiné dans l'île d'Elbe, et qui revient. Et c'est le retour de l'Aigle, comme on dit, le retour de l'Aigle, le débarquement sur la Côte d'Azur, et le retour progressivement triomphal à travers la route des Alpes, Grenoble, et puis Lyon, et Paris. En 20 jours, la France est reconquise par Napoléon Ier en 20 jours, et Louis XVIII se sauve en Belgique. Et quand Napoléon Ier revient à Lyon, le général Mouton du Vernet est à Lyon, un peu indécis, c'est pas un ultra-bonapartiste, c'est pas un des admirateurs inconditionnels de Napoléon Ier, et sur un des ponts de Lyon, Napoléon Ier le voit et lui dit «
eh bien naturellement, vous êtes des nôtres. Et Mouton du Vernet sera lié, entre à cheval dans Lyon avec Napoléon Ier. Et Napoléon Ier le confirme dans ses commandements et il est élu député de la Haute-Loire au corps législatif. C'est-à-dire qu'on a cette situation curieuse où on a beaucoup de gens qui sont à la fois, qui commandent les troupes et qui sont députés à ce qui serait l'Assemblée nationale d'aujourd'hui. Et au corps législatif, Mouton du Vernet se montre comme un bonapartiste convaincu, c'est-à-dire par exemple après Waterloo, eh bien Mouton du Vernet propose la proclamation de Napoléon II, c'est-à-dire le roi de Rome, le petit roi de Rome qui n'a que 4 ans, qu'Edmond Rostand va appeler l'Aiglon. Bien. Alors, c'est la période des 100 jours, pendant lesquels Napoléon Ier revient. Il a autour de lui les anciens bonapartistes et même les anciens révolutionnaires. Dubouché, l'ancien maire jacobin de Montbrison, redevient à ce moment-là maire de Montbrison. Et Dubouché, c'est un républicain qui a voté la mort du roi en 1793. Donc c'est un symbole extrêmement fort. Et Mouton du Vernet reste fidèle à l'empereur, mais toutes les puissances coalisées de l'Europe se sont retournées contre Napoléon Ier, et en résumé, ça se finit, on le sait très bien, par la grande bataille de Waterloo, le 18 juin. Le 18 juin, avant d'être une autre date, ça a d'abord été une grande défaite, et la bataille de Waterloo. Et Mouton du Vernet est à Lyon à ce moment-là, et il reflue vers Montbrison, avec laquelle il n'a aucun lien particulier, avec l'armée des Alpes, qui était à Lyon, et qui est en pleine déroute. Donc arrive à Montbrison en juin-juillet 1815, une armée indisciplinée, parce qu'elle est en déroute, et que la guerre semble perdue. Et il y a des heurts, il y a des troubles dans Montbrison, parce que pour ces soldats de Napoléon, les Montbrisonnais, c'est des royalistes. Les Montbrisonnais, c'est des royalistes, et cette armée, dans Montbrison, elle se heurte à la population. Il y a une auberge qui est pillée, et ça fait très peur aux Montbrisonnais. Quand Mouton du Vernet arrive, il rétablit l'ordre. Il trouve à la mairie Camille Demeaux, qui est conseiller municipal. Il faut dire que le maire de Montbrison, M. de la Noërie, est à Paris, comme par hasard il est à Paris. Le premier adjoint a disparu, donc c'est un des conseillers municipaux, Camille Demeaux, qui a un certain prestige, on va dire, aristocratique et un prestige de notable responsable, qui est responsable à la mairie. Et Camille Demeaux, quand il voit que Mouton du Vernet veut rétablir l'ordre, parce qu'il faut être bien aussi avec les autorités militaires pour rétablir l'ordre, il loge Mouton du Vernet chez lui. Et à ce moment-là, alors que Mouton du Vernet est en train de manger avec Camille Demeaux et ses officiers dans l'hôtel Demeaux, c'est-à-dire le lycée privé Saint-Paul-Forêt aujourd'hui, avec les blasons qui ont été redorés, qui ont été réhabilités, la nouvelle de sa révocation par le roi arrive, puisque après Waterloo, Louis XVIII est revenu, et la nouvelle arrive selon laquelle il est sur une liste de gens qui ont été décrétés d'arrestation et qui seront jugés par les cours martiales pour avoir abandonné la cause du roi et pris des positions ultra-bonapartistes au corps législatif. Et à ce moment-là, il se passe une chose assez extraordinaire. Camille Demeaux, qui a sympathisé avec Mouton du Vernet, l'estime, puis l'amitié sont nées entre les deux hommes, il lui dit, il ne faut pas vous rallier, il ne faut pas vous livrer tout de suite, parce que Mouton du Vernet a dit, je suis décrété d'arrestation, je vais me rendre. Il lui dit, vous allez vous cacher chez moi, je vais vous héberger, et puis quand les choses seront redevenues plus calmes, que l'heure sera moins à la répression, eh bien vous vous rendrez si vous voulez. Et Camille Demeaux héberge de juillet 1815 à mars 1816, donc pendant 8 mois, il héberge Mouton du Vernet chez lui.
Alors on le cherche partout, on dit il est à la tête de francs-tireurs dans les monts du Forêt, il y a des bandes qui pillent, il est à leur tête, etc. Personne sait où Mouton du Vernet s'est caché. Alors il y a des bruits, il y a une dénonciation, il y a un dénonciateur qui dit Mouton du Vernet est dans l'hôtel de Meaux, on perquisitionne, mais Mouton du Vernet s'est caché dans une sorte de placard à double fond. Hein. Alors en fait c'était une armoire, et il y avait un petit réduit derrière l'armoire. L'armoire avait été... Alors un Mouton du Vernet derrière, on fouille partout, plusieurs fois. Hein. On pense qu'une des servantes est au courant, une petite Catherine là qu'on arrête et puis on essaye de la faire craquer. Mais pas du tout, elle tient bon, bien qu'elle soit mise plusieurs jours en prison. Et finalement, on a plus ou moins abandonné la recherche de Mouton du Vernet. Et puis, en mars 1816, Mouton du Vernet, qui a peur que son hôte se fasse prendre, est poursuivi, il décide de se rendre. Alors là, il y a une scène tout à fait extraordinaire. Mouton du Vernet fait avertir le préfet de la Loire, qui est à Montbrison, M. de Donneville, et il lui dit rendez-vous place Saint-Pierre, à telle heure, tel jour, à telle heure, à 9 h du soir, etc. Et Mouton du Vernet sort de sa cachette, se rend place Saint-Pierre, le préfet arrive avec un officier, ça se passe très courtoisement, il est arrêté et amené à la préfecture. Et tout le monde pense que peut-être, le temps ayant passé, il y aura une sorte d'amnistie qui ne sera pas trop poursuivie, mais les ultra-royalistes réclament le châtiment de ceux qu'ils appellent des traîtres. Le général Mouton du Vernet est envoyé à Lyon, il est envoyé à la prison de Roanne, où il reste 3 mois, la principale prison lyonnaise, c'est la prison de Roanne. On pouvait penser qu'un certain apaisement se serait manifesté, mais il est déféré devant une juridiction militaire qu'on appelle une cour martiale, et les cours martiales, c'est pas d'habitude des tribunaux qui ont la réputation d'être très tendres. Et on sait très bien aussi que selon le mot fameux de Clémenceau, la justice militaire, c'est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Alors Mouton du Vernet paraît devant la cour martiale de Lyon, les juges ont reçu des ordres de fermeté, Mouton du Vernet a, selon les autorités, trahi son roi, auquel il s'était rallié, et en prenant le parti de Napoléon Ier pendant les 100 jours, et en prenant le parti de Napoléon au corps législatif, puisque en même temps il a été député. Camille de Meaux vient de Montbrison témoigner en sa faveur. Il est garant du fait que Mouton du Vernet n'a pas eu le rôle qu'on lui attribuait pendant les 100 jours, où il aurait dirigé en somme les troupes de façon inadéquate, et puis après les 100 jours pendant lesquels il aurait dirigé des francs-tireurs. Et Camille de Meaux, prenant quelques risques, dit même à ce moment-là que c'est lui qui l'a hébergé. Lui, royaliste, lui qui vient d'être élu député royaliste à Paris. Malgré tout cela, eh bien, Mouton du Vernet est condamné à la peine de mort. Et peu de temps après, quelques jours après, il est fusillé dans la carrière des Étroits sur le bord de la Saône. Il dirige lui-même le feu, comme souvent d'ailleurs les officiers qui sont condamnés à mort et qui demandent comme ultime faveur de diriger le feu. Il est enterré au cimetière de Loyasse, et le roi est inflexible puisqu'il interdit même qu'on appose une pierre tombale sur sa tombe. De la même façon, il avait refusé la grâce de Mouton du Vernet malgré les supplications de sa femme et de sa fille. 3 ans après, il y a une tombe qui est érigée, qui a été restaurée il y a quelques années par l'Académie Napoléon. Cet épisode a beaucoup de retentissement national, un retentissement comparable à celui qu'avait eu l'exécution du maréchal Ney, le brave des braves, le prince de la Moscova, qui avait été fusillé à Paris pour les mêmes raisons. Et cette mort de Mouton du Vernet va rester comme une tache sur le régime de la Restauration, sur le régime impitoyable
vis-à-vis des hommes de la Révolution et de l'Empire. Alors, cette mémoire de Mouton du Vernet, elle subsiste aujourd'hui par quelques noms de rues et aussi par une station de métro. Hein, finalement, c'est un des moyens de maintenir la mémoire nationale. C'est une sorte de grappe que d'avoir une station de métro à son nom. Et c'est un épisode donc qui s'est passé à Montbrison et qui nous montre, comment dire, la dureté des temps lorsque les Français viennent à se haïr entre eux et à verser dans des situations qui sont presque des situations de guerre civile.